sur ma partie haute et agitée que sur ma partie basse et canalisée, j'ai le mérite d'être encore très poissonneuse, tant en ville qu'à la campagne. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, mon premier nom était Méduana pour devenir Mayenne au XVe siècle. C'est dans l'Orne, au mont des Avaloirs et en bordure des bois de la Lacelle, que je surgis pour parcourir 195 km, donner mon nom à un département, puis m'engouffrer dans le Maine-et-Loire et m'évanouir à Angers. Je suis à peine sortie de terre que déjà les pêcheurs pensent à me confier des truitelles, sachant qu'en bonne nounou, je vais les aider à grandir et à grossir pour leur plus grand plaisir. Classée en première catégorie dans ma partie haute, je n'entends parler que de vairons casqués, de mormaniers ou encore de toques. Ces pêcheurs qui se rafraîchissent dans mon lit, auraient-ils un vocabulaire limité ? Ça c'est une monture à verron casqué, ce qu'on appelle. Donc on prend un verron naturel, donc un trident numéro 6 ou 8, et une tête plombée avec un hameçon qui permet de bien tenir la tête du verron. Bon là j'ai mis un plomb parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a du courant. Donc l'avantage c'est que ça n'a pas naturel, la truite est très friande du verron. Et comme l'eau est un petit peu sale aujourd'hui, on a un peu plus de chance de prendre une truite au verron qu'au verre. Allez. Belle truite. Elle est bonne. Vous voyez l'état du verron. Donc là ça fait pas de détail, hein. Elle se jette dessus carrément. Belle truite. Allez, on va lui redonner la liberté. Bien l'oxygéner un petit peu avant. Ça repart gentiment. Nous nous trouvons ici à peu près 16 km des sources de la Mayenne et on peut se rendre compte que la rivière a un fort débit et est assez large. Débit et vu la couleur accentuée par les orages de ces derniers jours. Alors c'est toujours une rivière de première catégorie, typique avec une alternance de radiers, de plats courants et de plats. Et les peuplements sont ce qu'on attend d'une rivière de première catégorie, les truites dominantes, avec beaucoup de cyprinidés d'eau vive sur cette partie-là. Là, je pêche avec un verre, ouais, c'est ce qui s'appelle le toc, quoi. Alors, ça se pratique aussi bien depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la fermeture. C'est toujours une pêche performante, surtout lorsqu'on pêche dans les endroits inaccessibles ou sous les branches. Ah, voilà une. Oh, non, elle est belle, ça. Plus en aval, des barrages vont déjà modifier le peuplement piscicole, jusqu'à un barrage plus important qui est celui de Saint-Frimbault et qui fait obstacle majeur et total à l'anguille. Donc ici, il est impossible de trouver des anguilles. En aval du barrage de Saint-Frimbault, vous trouverez une rivière qui a été canalisée pour des raisons de navigabilité. Et là, c'est tout à fait un autre cours d'eau où les peuplements sont plutôt cyprinidés et brochets et cendres. Nous avons une station du réseau hydrobiologique et piscicole, du RHP, qui se situe en partie sud de la Mayenne, au niveau de Château-Gontier. Donc c'est une station qui est inventoriée tous les ans et on peut se rendre compte que le peuplement est relativement stable, avec une absence de reproduction naturelle pour le brochet du fait de la canalisation du cours d'eau.
et ensuite des espèces qui s'habituent, comme les poissons-chats ou d'autres espèces introduites et qu'on ne désire pas trop, notamment de plus en plus le silure. Donc on se rend compte un petit peu de la dégradation de la qualité du cours d'eau par l'installation et la permanence de ces espèces. La Mayenne a été arrêtée par un grand barrage. Nous avons une retenue d'eau de 142 hectares, une chute d'eau importante de 7 mètres à peu près, une retenue d'eau de 4 500 000 mètres cubes d'eau qu'on a construite au milieu des années 70, à une époque où on croyait que la solution aux étiages, à l'alimentation potable, c'était des barrages. Malheureusement, il faut bien se rendre compte avec le temps que si pour les loisirs ça peut offrir un intérêt, il y a de gros inconvénients. Le premier, en ce qui nous concerne, nous pêcheurs, c'est que c'est un obstacle total à la remontée des poissons migrateurs, et en particulier de l'anguille, qui a entièrement disparu du bassin amont de la Colmont, de la Varenne et de la Mayenne, qui sont les trois rivières qui composent la retenue. On se rend compte aussi que l'envasement est extrêmement important. En effet, nous avons trois rivières rapides qui arrivent ici. Les modifications profondes des paysages ruraux avec les remembrements, les modifications aussi profondes des paysages urbains avec tout ce qu'on a mis comme béton et comme goudron, font que là, nous avons une décantation importante de sédiments, ce qui nous pose des problèmes à venir. Et puis un barrage multi-usage pose toujours des problèmes. En effet, il y a parfois difficulté à faire vivre un barrage d'étiage qui baisse l'été, et puis la pêche à navigation qui ont besoin d'eau l'été. Si bien que là, de temps en temps, il y a des difficultés qu'il ne faut pas nier. Enfin, comme tous les barrages, on sait qu'un barrage a des répercussions sur la qualité de l'eau. L'eutrophisation n'est pas extraordinaire, mais elle existe. Non pas du fait seulement du barrage, mais du fait que l'eau qui arrive dans ce barrage est dégradée, comme beaucoup d'eau en France, si bien que les microalgues se développent. Est-ce la ville de Mayenne qui m'a donné son nom ou l'inverse? En tout cas, à l'époque mérovingienne, on l'appelait Médoéna ou Méodéna, qui donnera plus tard Moyenneville. Son château fut édifié à l'époque carolingienne avec des pierres et des briques empruntées aux ruines romaines de Jublain, ce qui lui conféra une résistance à l'usure du temps comparée aux châteaux de l'époque, généralement construits en bois. En centre-ville, la qualité de mon eau est telle que je fais vivre en harmonie Brême, Tanche et Gardon. Ou alors, ils se sont acclimatés à la pollution. Certains n'hésitent plus à tremper leurs lignes sur mes quais, allant même jusqu'à délaisser la campagne. Elle est belle celle-là. Voilà. Voilà. Encore une. Me voilà à Montgiraud, faisant mon premier faux pas, l'un des 37 qui vont jalonner mon voyage. Pour me rassurer, je me dis que chaque chute d'eau est une bouffée d'oxygène pour certaines espèces, et en particulier le sandre. Le principal souci de la Fédération de pêche de la Mayenne, c'est la protection du sandre. Pour cette raison, il a été mis en place une réserve de 200 mètres en aval de tous les barrages. Ces réserves sont matérialisées par un panneau fixé au sol
Tout pêcheur se promenant le long de la rivière la Mayenne est obligé de voir ce panneau. Les 37 barrages construits sur mon cours dans les années 1800 ont été un obstacle à la remontée des migrateurs et principalement de l'anguille. De rivière classée première catégorie, je deviens alors deuxième catégorie, avec une faune piscicole inadaptée. Pour me repeupler en espèces correspondant à mon nouvel état, il fut décidé en 1854 de créer une pisciculture à l'écluse de Lammes et d'en confier l'organisation à M. Moncoq, conducteur principal des ponts et chaussées. On s'aperçoit qu'il y avait donc trois bassins et un ruisseau principal qui entourait ces bassins. C'est-à-dire que M. Moncoq stockait dans un bassin des carpes, dans un autre bassin des tanches et plus loin des gardons. Le fossé principal ou le petit ruisseau qui était autour, c'était donc pour les truites. Quand les poissons étaient prêts donc à pondre, il les prenait par bassin, il les mettait dans un petit laboratoire piscicole où là, il faisait pondre artificiellement ces poissons pour en retirer les alevins. Ces alevins ensuite étaient stockés jusqu'à la fin de vésicules résorbées. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une densité de carpes, de tanches, de brochets, de perches, etc. grâce à cette pisciculture qui a quand même fonctionné 32 ans avec quelqu'un vraiment de perfectionné à l'époque, puisqu'il a fait un document extrêmement valable et qu'actuellement, bon, ma foi, un siècle après, on n'a pas tellement inventé grand-chose. Laval doit sa richesse en grande partie à cette rivière. Alors tout d'abord, on le voit à cause des ponts. Laval, c'est une ville où on ne comptait pas moins de 4 ponts urbains, ce qui est extrêmement important, avec à chaque fois une préoccupation au Moyen-Âge, au XIXe siècle, au XXe siècle, d'aider à cette traversée. Et puis, je le disais, 3 écluses qui ont été aménagées au XIXe siècle. Alors ces écluses étaient précédemment, la place de ces écluses était précédemment occupée par des chaussées, ce qui montre que dès la Renaissance, la Mayenne était navigable à Laval. Et il y avait un fort trafic, il y a eu un fort trafic jusqu'au début du XXe siècle. Alors, que faisait-on partir de Laval ? Dans les périodes reculées, essentiellement des pierres de carrière, pierres de marbre. Il faut voir que de Paris à Nantes, on a beaucoup construit de balcons en marbre de Laval. On faisait venir, on débarquait le tuffeau. À Laval, c'est une ville qui a un côté angevin très marqué, alors que nous sommes à la porte de la Bretagne. Mais la rivière a permis cette remontée du tuffeau. Le vieux château, et notamment le grand donjon des seigneurs de Laval, qui est un grand donjon du XIIIe siècle, qui domine de 35 mètres quand même, cette rivière, et qui façonne le paysage lavallois. Laval a construit des quais pour s'isoler d'une certaine manière de sa rivière, pour éviter ses emportements. Mais du coup, Laval a perdu le contact direct avec l'eau. Or, ce contact, au-delà de l'aspect sentimental, était essentiel notamment pour laver le linge. Et les femmes lavalloises, les hommes lavallois, un petit peu dépourvus, ont demandé la construction de bateaux lavoirs. Alors, qu'est-ce qu'un bateau lavoir ? C'est une espèce de ponton ou de bateau à fond plat, de gabarre, sur le modèle angevin, mais où on a eu la très bonne idée lavalloise, d'ajouter un étage. Alors, à l'étage, on peut faire bouillir le linge, et en partie basse, les femmes lavaient le linge dans la rivière. Alors, il pouvait y avoir jusqu'à 40 personnes sur chaque bateau, plus d'une vingtaine de bateaux à Laval, à la grande période des bateaux lavoirs, donc à la fin du XIXe siècle. Et c'est vrai que cette animation des bords de rivière était particulièrement intense dans la ville. Laval a conservé une tradition du bateau lavoir jusqu'en 1971. Salut Dominique, bien tu m'as l'air drôlement chargé cet après-midi là. Ah ouais, mais t'as pas tout vu encore. T'as amené le casse-croûte. Oh. Super, dis donc. On est censé le manger ça ou quoi? T'as amené la rillette, non? S'il sait plaisanter de temps à autre, sachez que le pêcheur mayennais n'est pas un bavard. Et depuis le temps que je coule en l'observant, j'ai pu m'y habituer. Et je sais de quoi je parle. Là. Je le sens bien. Oui.
C'est un petit centre là qui fait juste la maille, qui fait qu'il va retourner, à l'eau. Ce sera aussi bien. Comme il est piqué juste sur le bec. Si le sandre réussit désormais à se reproduire naturellement, le brochet, lui, n'a plus de frayère naturelle du fait de la canalisation. La fédération a mis en place 80 frayères environ dans l'ensemble du département et ça a apporté un réempoisonnement dont on commence à sentir les effets bénéfiques. Parce qu'on commence à reprendre du brochet plus qu'il a été fait et des beaux sujets. Sur cette frayère en particulier, on a combien on sort de Oh ben, une année normale, ça dépend. Il y a des années 7-8 000. 7-8 000. Cette année, on a quelques ennuis pour vider parce que la rivière est un peu haute. Hein, et il y a une évacuation qui se fait normalement, mais quand le niveau d'eau de la Mayenne est trop haut, on n'arrive pas à vider à fond. Si c'est joli. Alors 53 là, Gaston. 53. 53 machin. Alors attends. Voilà. Non. La Mayenne, je crois, dès l'origine, était une voie de communication tout à fait importante. Donc Château-Gontier, forcément, a été assez vite un port. Alors, on peut dire qu'au départ, les bateaux au Moyen-Âge avaient peut-être des formes tout à fait caractéristiques et qu'on ne peut pas imaginer vraiment à quoi servaient les bateaux, si ce n'est que déjà, ils devaient transporter beaucoup de matériaux. Les tuffeaux, les ardoises. C'est pour ça d'ailleurs que dans la région de Château-Gontier, l'habitat n'est pas du tout identique à celui, par exemple, du nord de la Mayenne. On peut rappeler que la Mayenne a été un moyen de communication aussi pour les passagers. À partir de 1870, il y avait des petites péniches pour passagers qui faisaient le voyage régulier entre Château-Gontier et Angers. Simplement, du fait de la pente de la rivière et je dirais des très nombreuses écluses qui ont été faites au XIXe siècle, eh bien, le bateau mettait quand même 8 heures pour relier Château-Gontier à Angers. Non, non, ne souriez pas. C'est le progrès. Et alors, quand ils auront Internet... Non. Peut-être, je sais pas, tout juste. Hein. Oh non, c'est pas la gagne, hein. Il manque peut-être 1 centimètre. Oh oui. Alors 20. Voilà. 39. 39 et demi. Alors je vais le remettre. Je le remets à l'eau. Je le reprends. Je le reprendrai dans 2 ans, il sera plus gros. Nous sommes maintenant sur l'île Saint-Aubin, au niveau de la confluence de la Mayenne et de la Sarthe. Alors cette île est en fait une île artificielle, puisqu'elle est, c'est une île triangulaire de 600 hectares de surface, avec un côté la Mayenne, l'autre côté la Sarthe, et au nord un bras qui a été creusé qui est la Vieille Maine. Cette île était avant des marais
et des bois. Et elle a été aménagée dès le Xe siècle par des moines qui ont construit sur la partie la plus élevée une ferme et une chapelle. Après, ils ont aménagé tout un réseau de canaux afin d'assainir tous les marais. Et ils ont en même temps défriché pour permettre la culture de l'île. L'île Saint-Aubin est une zone facilement inondable, puisque son altitude moyenne se situe entre 14 et 16 mètres, ce qui participe en fait à la protection de la ville d'Angers contre les inondations. Cette inondabilité amène aussi une très grande richesse au niveau floristique et faunistique sur l'île. C'est aussi une zone de repos pour de nombreux oiseaux migrateurs. Du point de vue piscicole, cette île présente un intérêt comme frayère à brocher. Ce serait même peut-être l'une des plus importantes frayères à brocher si elle fonctionnait correctement. Très souvent, l'île est submergée, ce qui permet aux géniteurs de venir pondre sur les prairies. Mais la décrue arrive trop rapidement pour que les œufs et les larves se développent entièrement. Et donc, le produit de la reproduction est perdu à ce moment-là. Pour que cette frayère naturelle devienne fonctionnelle en période de crue, associations de pêcheurs et fédérations se sont réunies dans un projet d'aménagement de vannes au niveau des fossés drainants afin de contrôler les niveaux d'eau. Ce projet fait maintenant partie d'un plan global, orchestré par la ville d'Angers, concernant la conservation des activités agricoles, la préservation des diversités biologiques et l'aménagement d'un tourisme maîtrisé. Quand tous ces projets aboutiront, au bout de mon voyage, l'île Saint-Aubin sera mon paradis.